À toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nous les Normands sur BFM Normandie. Vous le savez, c'est le magazine des amoureux de la Normandie avec un grand témoin chaque semaine. Il connaît les monuments historiques normands sur le bout des doigts. Mathieu Hénol, maraîcher dans le Sud-Manche, est devenu créateur de contenu autour du patrimoine régional. Il est notre invité. Il nous livrera peut-être quelques secrets. Et puis mes deux chroniqueurs qui m'accompagnent comme chaque semaine. Bonjour Dominique Kropskov. Bonjour Bastien. De quoi allez-vous nous parler cette semaine ? Vous connaissez tous le loup d'Intermarché, si je Ouais. puis dire. Je vais vous parler du loup de Pavilly et vous verrez, il y a des similitudes. Bon, on va voir ça dans un instant. Et puis Gauthier, le nôtre. Bonjour Gauthier. Bonjour Bastien, Le programme du jour. je vous parle aujourd'hui de Lebrun qui est tout simplement l'un des fondateurs de la Cour des comptes. Et on voit ça avec vous dans quelques instants. Nous les Normands, c'est parti. Mathieu Hénol est donc notre invité cette semaine dans Nous les Normands. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, d'abord, je suis obligé, c'est indéniable. La ressemblance avec Orelsan, elle est quand même frappante. Oui, On vous en parle souvent. tout le temps. Oui, mais je suis habitué maintenant. Mais oui, mais c'est vrai, hein, apparemment être profil surtout. Donc si on me prend mon profil, mais oui, oui. Et Je vous sais en pas jouez d'ailleurs. Non, j'évite. Non, vous en Je sais pas s'il sait que j'existe en fait, mais peut-être qu'un peu. Vous Parce êtes que... jamais rencontré. Non, jamais. Peut-être Bah, un là, il est jour. un peu. Oui, peut-être j'aimerais bien, hein, mais là, l'actualité, son actualité est quand même pas mal intense en ce C'est moment. vrai. Entre ses concerts, sa tournée, mais j'aimerais bien. Hein. Peut-être un jour. Commence une de mes effectivement. vidéos, ce serait vraiment bien. Bah voilà, l'appel est lancé. Vous n'avez pas de lien de famille en tout cas. Non. Mais bon, la question méritait d'être posée. à fait. Créer des contenus sur les réseaux sociaux, sur les monuments historiques classés, c'est donc devenu votre activité. Comment ça a commencé ? Exactement. Un peu par hasard en fait. Bon, enfin, je le fais déjà depuis très longtemps. Donc ça, je le faisais déjà, mais sans créer de contenu. Déjà, quand j'avais ma mobilette, déjà à 14 ans, déjà j'allais sur des lieux, oui c'est vrai, hein, voir des châteaux, essayer de contacter des gens pour essayer de prendre des contacts pour parler du petit patrimoine. Et puis les monuments historiques classés, j'ai commencé sur les réseaux pour avoir un fil conducteur en fait. Pour parler d'histoire, sur le terrain, mais autrement. Parce que l'histoire, c'est une passion. Oui, j'ai étudié l'histoire, moi. Ouais. Ça me paraît loin maintenant, parce que c'était à Caen, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et oui, j'ai une formation d'historien à la base. Et puis les réseaux, c'est un peu par hasard en fait. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer ? Je voulais pas être passif. En fait, j'ai découvert TikTok, je crois, il y a 3 ans. Et du coup, j'ai commencé à faire quelques vidéos. Elles ont eu du succès assez rapidement. Ah bah oui. Et donc, du coup, en essayant d'avoir un côté pas trop académique, en fait, c'est ça mon idée. L'objectif, c'est quoi ? C'est de sensibiliser le public ? Exactement. Le plus jeune, enfin le jeune public, mais pas que, hein, parce que sur TikTok, maintenant, on a vraiment, sur les réseaux de façon générale, on a tous les âges. Donc oui, sensibiliser pour que la relève se fasse, parce que c'est pas évident. Comment vous choisissez les lieux dont vous parlez dans vos vidéos ? C'est une très bonne question, ça. Grâce à une base qui s'appelle la base Mérimée, qui est mise en place par le ministère de la Culture, et donc tous les monuments historiques classés et inscrits sont référencés. Donc ça me permet de pouvoir s'y trouver facilement, en fait, avec une liste, et après les choisir en fonction de la pertinence. Et c'est des lieux qui ont besoin de visibilité Non, pas que. Pas que. Donc, ils sont assez insolites. Ouais. J'essaie de ne pas parler, parce que les monuments historiques classés, il n'y a pas que des châteaux, que des églises. Il y a aussi des tableaux, des chars d'assaut. Parce qu'il y a le char de Vimoutier, la Première Guerre mondiale, le char Tigre. Donc, des autos aussi, donc des voitures. Enfin, il y a des tas de choses, en fait. À partir du moment où il y a un intérêt, ou même des bateaux, Ouais. et quand il y a un intérêt à protéger, la DRAC, donc c'est la Direction régionale des affaires culturelles, qui décide de classer ou d'inscrire soit un objet, même, ça peut être classé à titre d'objet, pour le protéger. Et puis il y a des financements aussi qui peuvent être donnés pour aider à sa restauration ou à son entretien. Évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les vieilles pierres, finalement, ça intéresse toujours. Oh. Oui, forcément, hein, oui. Mais ça intéresse maintenant, il faut qu'il y ait la relève en fait. Ça intéresse la jeunesse, peut-être moins. Hein, je sais pas, Gauthier, on parle un petit peu, mais parce que c'est toi. Hein. Moi, je suis là entre deux en fait. Et donc, oui, ça intéresse forcément. Est-ce Et qu'il ça y a coûte cher. Ça coûte cher, ouais, c'est vrai. C'est vrai L'entretien. qu'il faut il faut de l'argent pour sauver parfois ces ruines. Il y a monsieur Stéphane Bern, hein, qui est vraiment Ouais, le bon le représentant. loto du patrimoine, c'est le notamment. monsieur patrimoine en France. Et donc, j'essaie Non. De vous mettre dans ses pas. C'est ce que vous me dites. Mais c'est bien justement Non, d'essayer ça- de continuer parce que Berne, c'est un petit peu le lanceur d'alerte. Ça a été Ça. un petit peu le faire valoir. Et, Oui. et c'est vous le faites à votre niveau local, J'essaie. comme il le fait aussi d'ailleurs sur beaucoup de monuments dans la région avec la Fondation du patrimoine. Comme il a commencé. Hein. Oui, Et c'est ce vous qu'on avez appelle le des petit sites patrimoine. Qui vous attirent plus, vous disiez les sites insolites. Oui. Et ce qui est bien avec les monuments historiques classés, c'est qu'on a toutes les périodes historiques. On a des monuments qui datent de la fin de la préhistoire, du néolithique, ce qu'on appelle des allées couvertes ou des dolmens. Et on a aussi des monuments antiques. On a notamment à Valogne les thermes d'Alona,
Et donc là, c'est aussi classé parce que c'est d'intérêt, en fait. En Normandie, on n'a plus tellement... Là, on a quand même un monument avec 10 mètres un mur de 10 mètres, encore en élévation, où c'est quelque chose d'assez unique. On a aussi un bateau à Cherbourg, qui est le dernier bateau qui a été construit par les chantiers Bello. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être toi, Gauthier. Vaguement de nom. Ouais. Le Jacques-Louise, il n'est pas en très bon état d'ailleurs, mais j'espère qu'il sera restauré. Il a été classé à ce titre. À partir du moment où il y a un intérêt historique, ou si ça représente vraiment une technique, un savoir-faire. Parce qu'il y a aussi tout un savoir-faire. Ah oui, c'est ça. Donc derrière, il y a des gens qui sont là aussi, qui sont spécialisés. Parce que quand c'est classé, alors ça peut être contraignant, parce que parfois certaines personnes disent c'est classé, on fait plus ce qu'on veut. Je sais qu'il y a un côté aussi, il y a des gens des fois qui me disent, comme les Beaux-Arts aussi pour les plus anciens, c'était l'ancien nom. Donc il y a un côté un petit peu parfois contraignant. Mais je trouve que pour moi, c'est quand même un honneur d'avoir quelque chose qui est d'intérêt. Parce que quand c'est classé, c'est d'intérêt national. Donc c'est qu'il y a vraiment un intérêt patrimonial, vraiment au niveau national. Est-ce qu'il y a un coup de cœur parmi les vidéos que vous avez pu faire jusqu'à présent? C'est une bonne question. Toutes sont vraiment pertinentes. Merci. J'essaie de sélectionner. Ça dépend, je sais pas en fait. J'essaie de varier. C'est vrai que c'est une bonne question. Hein. Non, je prends pas parti. Et à côté de ça, vous êtes maraîcher. Oui. Ça, c'est votre activité première. Exactement. Donc, c'est vraiment deux activités totalement différentes. Complètement. Parce que c'est une affaire familiale en fait. J'ai fait tout autre chose. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, Gauthier, encore, mais moi j'ai travaillé dans l'événementiel avant, à Paris, j'ai vécu aussi au Canada. Et avec le Covid, ou la Covid, je ne sais plus, toujours est-il que je faisais les marchés, mais l'été, avec ma mère, c'est une affaire familiale. Mon grand-père aussi a créé l'entreprise, en fait. Et c'est devenu, mon métier à plein temps, parce qu'il faut aussi pouvoir vivre, parce que les réseaux sociaux, ça indemnise un peu, mais pas tant que ça. Et vous rencontrez justement peut-être sur les marchés celles et ceux qui vous regardent derrière l'écran sur le téléphone? Oui, ça je le vis pas toujours très bien, ça. Non, c'est vrai, parce que je commence à être vraiment connu de plus en plus. Ouais. Et ça, par contre, la célébrité, entre guillemets, j'ai un peu de mal, parce que je ne me suis pas préparé à ça, vraiment. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous faites les vidéos? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc ça commence à faire un petit bout de temps, mais pas tant que ça, en fait. Et dans le Sud-Manche, du coup, vous êtes une star locale. Je crois, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je pense. Ça commence. Et côté maraîchage, oui. Quel est le credo? Le bio? Non. Parce que ma mère a du mal à s'y faire. Ouais. Donc non. Et finalement, j'entre peut-être dans un débat, mais le bio, c'est intéressant finalement. Le maraîchage traditionnel a aussi de belles lettres. Oui, après, il faut que ça soit raisonné en fait. Parce que le bio, il y a aussi des dérogations. Donc le bio, oui, mais c'est surtout un argument commercial. Ouais. On pourrait en parler longtemps. Oui, c'est ça. Et le bio qui vient du Mexique, ou le bio qui est cultivé en serre chauffée pour avoir des tomates en plein hiver. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie et donc... c'est pas l'idéal, mais... Donc le bio, c'est tout un débat. C'est vrai. Moi, je pose une autre question, Mathieu. Tu es maraîcher, oui. Donc c'est une occupation quand même qui te prend beaucoup de temps. Surtout l'été. Là, j'ai du temps. Là, c'est la saison, la basse saison. Bon, tu as plus de temps, mais comment fais-tu pour contacter toutes ces personnes afin de te rendre sur les sites? On a vu quelques extraits notamment de toi auprès d'un train. Comment tu fais pour contacter les présidents d'associations, trouver la date et tourner correctement les vidéos? Comment fais-tu? Eh bien, j'essaie de trouver les contacts. Ou alors on vient vers moi, comme tu l'as fait avec moi. Donc ça facilite les choses. Et en fait, plus j'ai de visibilité, plus on vient vers moi. Donc plus c'est encourageant, plus j'ai de légitimité en fait. Mais il y a quand même toute une logistique, j'imagine. Oui, ça prend du temps. J'ai un cadreur aussi, quelqu'un qui vient me cadrer, pas sur toutes les vidéos, mais qui me suit. Donc il faut que je le contacte. Donc oui, ça demande un travail en amont qui est peut-être plus conséquent en fait que le tournage en lui-même. Puis derrière, il y a un montage. Donc j'essaie de l'élaborer de plus en plus. Donc et les followers sont assez friands, ils demandent des vidéos assez fréquemment. Je suppose que c'est quand même des tournages assez fréquents. Oui, j'essaie de publier 2 fois par semaine. Ou du contenu? Oui, c'est ça. Mais là, donc du coup, je suis à Rouen aujourd'hui. J'en ai fait. Alors, Gauthier, on a fait une vidéo en commun, tous les deux, puis j'ai essayé d'en faire 2. Donc là, je fais un peu d'avance. Ce qu'il faut, c'est que je fasse en sorte d'en faire plusieurs d'un coup pour avoir un petit peu d'avance. Allez, on va parler de vos liens avec la Normandie dans un instant. D'abord, Histoire de Normand, le rendez-vous de cette émission avec vous, Gauthier. Vous allez nous parler de Charles-François Lebrun, un homme d'État qui a jeté les pierres de granit des institutions françaises. Comment est-ce que tout ça a commencé? Alors, c'est une belle histoire. Tout a commencé dans le département de la Manche, précisément en 1739. Nous sommes à la Bouchelière, à un mot de Saint-Sauveur-l'Audelin, aujourd'hui Saint-Sauveur village, à l'époque contemporaine. Et ce Normand a connu dans un environnement
particulièrement propice à l'appréhension du droit. Une famille notamment de juristes et de notables, ce qui l'a conduit à suivre des études de droit à Paris et de devenir plus tard le collaborateur, l'assistant, peu importe le synonyme à retenir, d'un certain chancelier Maupeou. Chancelier Maupeou qui est à l'origine de la réforme des institutions telles que les parlements, Normandie, Bretagne, Bourgogne, dont nous parlions tout à l'heure, cher Mathieu, et ce qui l'a véritablement bercé, au bout du compte, pour suivre une belle carrière au service de l'État. Alors comment est-ce qu'il est parvenu à tirer son épingle du jeu durant justement la Révolution pour devenir un haut représentant de l'État? Eh bien, c'est grâce à ses positions et à ses expériences en tant que jeune, puisque en tant que collaborateur, il s'est fait un réseau. Il s'est fait connaître. Et notre Normand a été désigné, choisi pour représenter le tiers-État lors des États généraux de Versailles, un peu avant que la Révolution n'éclate. Lorsque cette dernière éclate, notre Normand est réussi à passer entre les différents pièges qui pouvaient être tendus à l'époque. Révolution française, les amis d'aujourd'hui pouvaient être les ennemis de demain. Il fallait faire attention à chaque positionnement, entre jacobins, entre les enragés, entre les montagnards, les girondins. Bref, notre Normand, par sa capacité à être un fervent diplomate, à faire preuve de talent, de charisme, est parvenu à être dans les bonnes grâces, de ceux qui étaient à la tête du directoire et puis plus tard du consulat et de l'Empire, grâce aussi justement à sa fine connaissance des finances publiques et de la rigueur budgétaire, ce qui a accordé au bout du compte une confiance de la part de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce qu'on lui doit finalement à cet homme? Eh bien, nous lui devons d'être 3e consul, puisqu'il y a eu Napoléon Bonaparte, il y a eu Sieyès aussi, Cambacérès, mais il a été 3e consul, notamment par le fait qu'il n'avait aucune ambition politique. C'est pour ça que Napoléon Bonaparte l'a choisi. Et notre Normand, au bout du compte, a fait partie des fondateurs de la Cour des comptes, chargée de mettre en place une rigueur budgétaire. Les finances publiques étaient dans un état lamentable à l'époque, après des années de révolution, d'attaque des cours européennes par monts et par veaux, bref. Mais nous lui devons également la participation à la création de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, dont le premier président a été Chaptal. Beaucoup de Normands, d'ailleurs, ont siégé parmi les fondateurs, Nicolas Louis Vauquelin, Nicolas Jacques Comté. Nous pouvons citer également notre Normand en l'occurrence. Et au bout du compte, cette institution elle a permis de faire entrer la France dans ce nouveau siècle, celui du 19e, en étant l'une des principales puissances industrielles de l'époque. Donc nous lui devons tout cela. Il a terminé sa vie avec certains honneurs, puisqu'il a été fait notamment pair de France sous la Restauration de Louis XVIII, et puis élevé également au rang de duc de Plaisance. Alors pas duc de Plaisance en France, mais duc de Plaisance en Italie. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est lui qui a jeté les bases de granit des institutions financières de notre pays. Sacré personnage, ça vous parle, ce monsieur? Parce qu'il a un lycée à son nom à Coutances, qui lui rend hommage. D'ailleurs, je me posais la question, c'est vraiment un personnage qui a eu une importance au Premier Empire, mais le lycée Lebrun, Charles-François Lebrun, est du Second Empire. Donc c'est un hommage, je pense, qui a été donné par... Oui, parce que c'est vrai que ça se faisait beaucoup. Napoléon III a beaucoup rendu hommage à son oncle. Pour relier la chaîne des temps, au bout du compte, c'était un hommage au Premier Empire. Et je terminerai juste avec cette petite phrase du grand dictionnaire encyclopédique du 19e siècle qui illustre très bien sa personnalité. Celui de notre Normand, il est un des hommes de la Révolution dont l'élévation a été la plus surprenante, car elle ne fut l'œuvre ni de l'ambition ni de l'intrigue. Comblé de faveurs, il sut toujours garder son indépendance et son franc-parler. C'était l'homme de la modération. Merci beaucoup Gauthier. On va continuer de parler histoire encore un instant avec vous Mathieu, parce qu'il paraît que vous avez un nom d'origine viking. Oui, Enol, effectivement, vous l'avez bien prononcé, c'est assez rare, parce qu'on le prononce souvent Esnol, parce qu'on le francise. Ouais. Mais Enol, oui, c'est un nom d'origine viking, tout comme Turgis, ou Turgi, en fait, qu'on le dit nous en normand, fils de Thor, Turgus. Enol, oui, mais l'étymologie, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, en fait, on ne sait pas vraiment, mais c'est vraiment d'origine viking, donc c'est un viking qui est arrivé ici et qui a transmis son nom. Alors, il y a des dérivés aussi, Eno, je ne sais pas si ça te parle, il y en a pas mal, et Enol, donc après, parce que ça a comme évolué, ça a été forcément francisé. Vous nous avez parlé dans vos souvenirs marquants de la découverte du patois normand. Oui. Ah oui. Ça vous a marqué quand vous étiez plus jeune? Oui, moi avec mon grand-père. Ouais. Et moi j'ai connu des gens qui étaient nés avant-guerre. Et eux, ils patoisaient encore. Oui, effectivement, ça m'a marqué parce que c'est proche du français actuel, mais c'est de la langue d'oeil. Et du coup, c'est une identité. Parce que dans le Coutancais, il y a le patois, mais par exemple, à Créance, qui est un petit peu plus haut, c'est pas le même. Non, donc c'est vraiment différent. Donc même eux, entre nous, entre Normands, on se comprenait pas forcément. Et c'est dans les tranchées que c'était compliqué parce qu'on se comprenait pas.
Donc du coup, oui. Donc j'ai connu des gens qui le parlaient encore, et avec l'accent surtout. Ouais, et ça se perd malheureusement Ah oui, aujourd'hui. je On trouve en plus a aujourd'hui. déjà Moi, parlé j'ai dans du mal cette émission. à essayer de le faire, parce qu'après, c'est un peu forcé. Un peu comme le breton. Les Ouais. gens qui parlent breton, ils n'ont pas l'accent, ils ont l'accent français. Hmm. Ça me choque un peu. Autre souvenir d'enfance, la Oui. pêche à la sole. Et oui, Racontez-nous. ça, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Dites-nous. Bah, en fait, ça se pêche avec un râteau. Alors, D'accord. du coup, aujourd'hui, on n'a plus. J'y suis retourné il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Ça se fait où? Eh ben, ça se fait sur l'estran. Donc, en fait, quand la marée baisse, donc aujourd'hui, enfin ici, on a dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, moi, j'y allais, Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, ça vous parle. Tout à fait. Donc, la mer retire beaucoup sur plusieurs kilomètres. Et quand la mer est vraiment retirée le plus, donc il faut au moins un coefficient de marée d'au moins 90-95. Et donc, du coup, bah, on ratisse avec un râteau qui est vraiment spécifique, avec des dents assez longues, assez larges. Et on remonte les sols, qui est un poisson plat, en fait. Et comme la mer descend, bah, le poisson reste. Et en ratissant, bon, on relève, et il y a vraiment une technique pour le pêcher. En fait, c'est la pêche à la sole. Donc, c'est une pêche qui est assez sportive, en fait. Et puis la fête des moules à Hanoville Ouais. aussi, ça vous a marqué ça? Oui, c'est vrai, ouais. C'était une fête qui était donnée pour les écoles. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais c'est une fête familiale. Ouais. Parce que, qui était vraiment marquante, ouais. Parce qu'on mangeait des moules. En fait, tout le monde prenait ses seaux de moules frites. Évidemment. Et aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus. Ça ne me parle pas, non. Non, ça ne te parle pas. Et après, vous reveniez avec les sols, Oui. pour revenir au sol. Exactement. Et la sole à la normande, évidemment. Bah oui, c'est mieux. Vous connaissez la recette traditionnelle? Non, 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 mais de sais la pas, crème, je pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu comme l'escalope, non? L'escalope normande avec Ouais, des ouais, champignons. Exactement, ouais. Ouais, avec une variante. Mais aujourd'hui, la sole, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, mais c'est devenu... Ça devient rare. Ouais, ça devient vraiment rare. Alors, je ne vous parlerai pas du bulot de Granville non plus, qui devient de plus en plus rare. Bah, comme tout, hein, la surpêche pose problème. Bon, Mais tout c'était ça- une pêche traditionnelle, pour conclure là-dessus. Moi, c'est vraiment mon grand-père, encore une fois, qui m'a appris cette technique de pêche qui aujourd'hui est perdue, parce qu'on pouvait descendre avec son tracteur. Avant, on descendait même avec des chevaux, il y avait même des herses qui descendaient. Donc là, pour le coup, ça a été interdit, parce qu'ils descendaient avec des herses. Vraiment, donc des gros râteaux, en fait. Et il y avait 3-4 personnes qui étaient derrière et qui ramassaient. Donc là, pour le coup, ils ont ramené des grosses quantités. oui. Ce qui a peut-être pas aidé non plus à la disparition ou à la raréfication de l'espèce, mais c'était un peu une pêche industrielle. Tout ça avec un petit verre de poirée, c'est votre... Ah oui, oui, oui. oui parce que Madeleine quand de on- Proust. Quand on m'a demandé, oui, j'aime bien, moi, c'est un goût assez prononcé Ouais. et on n'en parle pas si souvent que ça, je trouve. Le C'est poiré bien est un le peu en front. désuétude aussi, hein, il est tombé en désuétude. Oui, comme beaucoup de choses, hein, c'est Ouais. bien Le d'essayer de calvados se remettre- maintient, mais le poiré, c'est compliqué. Encore que le calvados, je connais des gens qui en produisent, c'est compliqué d'écouler le stock, parce qu'ils payent beaucoup de taxes. Et puis, bah, boire ou conduire, il faut choisir, donc ce qui est normal, hein. Et puis à boire avec modération. Mais le poiré, ce qui est bien, c'est que c'est peu alcoolisé. Ça doit faire 3-4 degrés, je crois. Bah, c'est comme le cidre, en fait, mais c'est un goût assez amertumé. Enfin, moi, j'aime bien, hein, c'est assez différent. Et je voulais un peu mettre en avant cette boisson traditionnelle, hein, Mais qui est- avec, qui est quand même un peu méconnue, je crois, C'est vrai. aujourd'hui. Et c'est bien de parler des anciennes traditions qui parfois reviennent aussi à la mode. Hein. C'est un peu ce que Oui. vous essayez de faire avec vos vidéos, de remettre au goût du jour les vieilles pierres. On en parlait il y a un instant. Juste avant la découverte normande, je vous signale aussi que vous pouvez nous partager vos coups de cœur de la Normandie en scannant le QR code qui va s'afficher maintenant à l'écran. Le voici, ce QR code. Vous pouvez nous dire ce que la Normandie représente pour vous, les fiertés peut-être normandes que vous aimez défendre. Il suffit donc de flasher le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse qui s'affiche ou via notre numéro WhatsApp. La découverte normande donc de cette émission avec vous, Dominique. On va parler du loup de Pavilly. Alors il y a un loup qui a fait parler de lui ces dernières semaines, le loup de la publicité devenu culte, qui passionne donc aussi notre région. Et oui, elle a été visionnée, cette pub, plus d'1 milliard de fois. Je parle de la pub produite par la chaîne Intermarché, qui s'appelle Le Mal-Aimé. Et cette pub d'Intermarché fait parler d'elle parce que finalement, on a trouvé un peu partout, il n'y a pas qu'en Normandie d'ailleurs, qu'il y avait des troublantes coïncidences. Alors c'est le cas, c'est un élu de Pavilly en Seine-Maritime, tout près de Rouen, Eddy Lefaux, qui lui a trouvé aussi sa coïncidence. En fait, il a fait un parallèle avec Saint-Austrobert et la légende du loup vert de Pavilly, donc. Alors, on connaît l'histoire de la pub, trahir l'animalité d'un loup jusqu'à le rendre végétarien, c'est la spectaculaire métamorphose de ce seigneur carnivore dans la récente et très connue publicité, qui a franchi, je vous l'ai dit, plus d'1 milliard de vues dans le monde, et ça a été un petit peu, on l'a dit, la magie de Noël.
C'est vrai. Et donc, on parle de la légende du Louvert de Saint-Ostrebert. Alors, donc, elle est moins connue, et justement, le conseiller municipal de Pavilly s'est dit, cette légende du Louvert de Saint-Ostrebert, je vais vous en dire 2 mots. Elle dit, cette légende, qu'au 7e siècle, Saint Philibert, patron de l'abbaye de Jumièges, concède une abbaye à Ostrebert à Pavilly. Pour le remercier, l'abbesse et ses sœurs se chargent du linge de l'abbaye des hommes et dressent un âne qui seul bat la campagne entre Jumièges et Pavilly avec ce fameux linge. Là, un jour, l'âne est dévoré par un loup. Ostrebert le cherche, le retrouve, le confronte et magie de la puissance divine plutôt que magie de Noël. Le pelage de l'animal devient vert, comme dans la publicité. Son comportement s'amende et devient même végétarien, et ce loup broute de l'herbe grasse sur les bords de la Seine. Alors, il s'agit évidemment d'une histoire qui a été compilée et racontée en 1840 par l'historien de l'art médiéval Eustache Hyacinthe Langlois. Il a laissé des traces à Pavilly et aux environs, et la sainte est déjà vénérée au Moyen-Âge pour son miracle du loup, mais aussi pour avoir fait jaillir une rivière d'une chapelle, et elle a laissé son nom au village. La rivière s'appelait l'Aisne, du nom des châtelains de Pavilly, et elle a assez récemment adopté son nom. Et l'élu local, donc Eddy Lefaux, ne pense évidemment pas que l'histoire du loup mal aimé d'Intermarché soit directement inspirée de cette légende, Mais la légende nous ramène quand même aux réalités du moment. Oui, justement, on peut profiter de cette légende puisque la fameuse chapelle située à Pavilly est en mauvais état. Il faudrait investir 2,4 millions d'euros pour la rénover. Alors évidemment, notre élu local s'est dit, qui est aussi vice-président de Pavilly Patrimoine, il s'est dit, cet ouvrage du 7e siècle, qu'il est un des plus édifices religieux du département de Seine-Maritime, donc on peut se poser la question, est-ce que Intermarché ne pourrait pas venir au secours de l'ancêtre? Donc on l'a vu un peu partout dans la presse, avis aux amateurs, avis au PDG d'Intermarché, on vous attend. J'en profite pour vous préciser que les travaux qui sont menés également sur l'église Notre-Dame, toujours à Pavilly, a beaucoup de problèmes puisqu'il faut la mettre hors d'eau et qu'une campagne de financement est lancée via la Fondation du patrimoine dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup Dominique, je ne vous demande pas de nous chanter la chanson qui accompagne la publicité, mais on l'a tous en tête. On va terminer cette émission comme chaque semaine avec notre rendez-vous Question pour un Normand tout de suite. Mathieu, j'ai 10 questions pour vous avec des réponses où il va falloir faire des choix. D'abord, vous préférez le beurre d'Isigny ou la crème de Normandie? Le beurre d'Isigny. Le beurre d'Isigny. La cathédrale de Rouen ou celle de Coutances? Oh là là, je connais bien celle de Coutances, donc Coutances, c'est chez moi. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Un orgue qui est du XVIIIe siècle, dont j'ai parlé dans une vidéo, et elle est peu connue, donc j'aime bien la mettre un peu en avant. Vous avez bien raison. La cité de la mer de Cherbourg ou le musée maritime de Rouen? Là, je connais pas trop Rouen encore, mais la cité maritime, l'ancienne gare maritime transatlantique de Cherbourg. Effectivement. Les plages du débarquement ou les falaises d'Étretat? Plage du débarquement. Pour l'historien. Oui, parce que je connais mieux. Ouais. C'est la batterie de Longue, sur mer notamment, qui est classée. Je connais pas bien Étretat, malheureusement. C'est pour ça qu'il va falloir que je vienne. Gauthier m'a invité à venir plus régulièrement. C'est au nord quand même. Hein. Oui, il va falloir. C'est la prochaine étape, évidemment. Les cabines de plage de Deauville ou celles de Saint-Valery-en-Caux? Saint-Valery-en-Caux. Allez, on prend. Le parc naturel régional Normandie-Maine ou celui des marais du Cotentin? Les marais du Cotentin, c'est chez moi, encore une fois. Là, je suis peut-être pas objectif, mais c'est ce que je connais le mieux, en fait. Allez, on part en festival. Jazz sous les pommiers à Coutances ou rock in Évreux? Jamais l'Évreux non plus. Donc Jazz sous les pommiers, évidemment, parce que je connais. Encore une fois. Le mémorial de Caen ou le mémorial de Falaise? Pareil, je connais pas. Si, j'y suis déjà allé à Falaise. Le mémorial de Caen pour la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une référence. Et le carnaval de Granville ou la foire Saint-Romain à Rouen? Je sais pas, je connais pas non plus Rouen. Il va falloir que je découvre tout ça. À découvrir encore. Oui, le carnaval de Granville. Qui a été classé d'ailleurs, je crois, au patrimoine mondial à l'UNESCO. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est une preuve aussi de reconnaissance. C'est du patrimoine vivant en fait, c'est aussi important. Parce que c'était célébré avant que les Terre-Neuviers, ou les Terre-Neuvas en patois, partent à Terre-Neuve en fait. Donc c'était quelque chose qui était attendu. Aujourd'hui, il n'y a plus cette symbolique. Mais ça reste un grand rendez-vous. Oui. Malgré tout. Vous êtes plutôt un Normand maritime ou un Normand terrien? Maritime. Oui, un côteux, comme on appelle ça dans le Cotentin. Côteux? Oui, un côteux. D'accord. Où c'est les bocageins qui sont dans le bocage en fait. Les côteux, oui, c'est ceux qui habitent à côté de la mer en fait. D'accord. Ils vivaient de la pêche beaucoup. Hein. On aura appris des choses dans cette émission. Mathieu Hénol, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je crois que vous allez aller encore plus loin avec vos vidéos. Je vais essayer d'évoluer, de faire des formats longs, notamment sur notre plateforme, sur YouTube, pour essayer de faire des contenus un peu plus immersifs, plus longs, et peut-être un peu plus détaillés, un peu plus aboutis.
Et toujours sur le patrimoine normand. Exactement. Merci beaucoup Mathieu Hénol d'avoir été notre invité sur BFM Normandie. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Et on peut donc vous retrouver sur les marchés dans le Sud-Manche. Également, en plus de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et merci à tous les deux de m'avoir accompagné dans cette émission à retrouver bien sûr sur l'application BFM Normandie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Dans un instant, la suite de nos programmes. Restez avec nous.